Je préviens les gens sur ligne qui commencent. Ouais, je vois des gens qui arrivent au fur et à mesure, mais bon, commençons comme leur tourne. Euh, Bonjour à tous, on est ravis avec Germain vous présenter ce webinaire sur la term sheet. Vous savez que ça fait l'objet de beaucoup de discussions et donc c'est pour ça qu'on est ravis de faire ce webinaire pendant 1 heure et surtout sous un format assez informel, hein. L'idée n'est pas du tout de présenter des slides et de parler pendant 1 heure justement tous les deux avec Germain sur ce sujet de term sheet, mais c'est également aussi de pouvoir répondre à vos questions. Donc, on prendra aussi le temps à la fin de ce webinaire de répondre à toutes vos questions. Mais en attendant, voilà, on est ravis de faire un regard croisé, Germain et moi, sur ce sujet. Peut-être avant de rentrer dans on va dire, de parcourir et vous présenter un petit peu le sujet. Peut-être en quelques mots, Germain, de se présenter tous les deux. Euh, En tout cas, pour que Avec- les gens voilà, puissent nous situer par rapport au sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Ok, enchanté. Moi, je suis Germain, cofondateur de Sharpstone. On est un cabinet de conseil financier et je m'occupe aussi de notre fonds d'investissement, Sharpstone Capital, avec lequel, justement, on fait à peu près une quinzaine d'investissements par an. Donc, ça veut dire qu'on voit beaucoup plus de dossiers. On a en parallèle 500 clients, donc, la plupart des startups donc, qui lèvent des fonds en permanence. Donc, on voit passer beaucoup de PS. Toutes ne vont pas jusqu'au bout, mais ça nous donne un bon échantillonnage de ce qui se fait en ce moment, de ce qui s'est fait par le passé, et des pièges, des enjeux qu'il peut y avoir sur ce moment clé qu'est la TS. Top, merci. Et de mon côté, donc Marc Fournier, je suis fondateur du cabinet d'avocats Lève Avocat. Et on est une boutique d'avocats en droit des affaires. On est spécialisé sur tout ce qui est opérations sur le capital pour les entreprises innovantes. Et on s'occupe beaucoup justement des opérations de levée de fonds et notamment en pré-seed et en seed. Et donc, du coup, on connaît bien les sujets de term sheet et donc de tout ce qui est négociation, à la fois quand on est côté fondateur ou à la fois côté investisseur. Et donc, c'est pour ça que, avec Germain, et merci d'ailleurs aussi à notre partenaire Sylegals qui organise ce webinaire, c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir aussi vous en parler tous les deux de ce sujet, hein, parce que du coup, ça vous fait un regard croisé à la fois investisseur et également avocat sur la term sheet. Peut-être avant de rentrer dans le détail et vous en dire aussi un petit peu plus, donc ce qu'on a en tête avec Germain, c'est de vous expliquer, de faire un petit rappel, qu'est-ce qu'une term sheet, à quoi ça sert, pourquoi c'est fondamental dans le cas d'une levée de fonds justement d'avoir une term sheet, à quel moment vous la recevez, si vous êtes en tout cas côté fondateur, qu'est-ce qu'il y a dans une term sheet, et ensuite, surtout, c'est de vous faire un retour d'expérience, hein. Germain et moi, on a pas mal d'histoires et on va dire d'expérience à vous partager là-dessus, et notamment sur les do et don'ts, et notamment qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, en tout cas quand vous levez des fonds. Et donc c'est pour ça qu'on pourra vous en dire tout au long de ce webinaire. Peut-être pour commencer, c'est aussi de se dire donc qu'est-ce qu'une term sheet? Alors vous avez sûrement entendu parler du terme term sheet ou de l'aide d'intention, d'une LOI. Bon, globalement, ça recouvre un peu le même sujet, c'est-à-dire un one-pager qui vise à synthétiser les conditions, modalités de l'investissement dans une startup. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites votre roadshow, donc vous êtes en train de chercher les investisseurs, et Germain pourra justement vous en dire un petit peu plus sur le processus du roadshow, et quand vous arrivez justement à la fin de vos discussions, négociations avec vos investisseurs sur est-ce qu'ils veulent investir ou non dans votre projet, toutes ces conditions vont en tout cas se décanter, se cristalliser justement dans une term sheet. Et donc dans cette term sheet, vous allez y retrouver notamment tous les sujets qui concernent la gouvernance de l'entreprise, toutes les règles autour des cessions d'actions, et donc tout ce qui est autour justement du capital, notamment si demain quelqu'un, un associé, doit céder des titres de la société, comment ça se passe, quelles sont les règles et les mécanismes qui sont mis en place, et également tout ce qui concerne les engagements des fondateurs. Parce que quand on est un investisseur, euh, l'enjeu, c'est de fructifier également l'investissement à terme. Et donc pour ça, c'est de s'assurer que les fondateurs vont bien rester le plus longtemps possible dans le projet. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver notamment ces fameuses clauses de leaver, d'incessibilité, de clauses de non-concurrence. Donc ça, on pourra
y revenir avec Germain pour vous en parler un peu plus dans le détail. Mais ce que vous devez comprendre, c'est vraiment d'avoir ces trois piliers, en tout cas dans la term sheet, et bien évidemment le sujet de la valorisation que vous allez négocier avec votre investisseur. Et donc, c'est dans ce document-là, en fait, qui va, encore une fois, synthétiser toutes les conditions de l'investissement avant justement d'aller plus loin et de dérouler la suite. Ouais, et bah, pour revenir sur le timing, quand en fait on part en levée de fonds, on commence généralement par faire un roadshow, on a fait un deck. Dans le deck, on a mis des conditions, on peut avoir mis ou pas déjà des premières conditions, soit sur la dilution qu'on va avoir, sur le montant qu'on cherche à lever et sur et la valorisation. Donc, c'est des éléments finalement assez macro par rapport après tous les sujets qu'on pourra parler dans une term sheet. Mais pour l'instant, ça reste une wishlist. Vous allez faire un roadshow. Et tant que vous n'avez pas une term sheet au moins d'un investisseur, pour l'instant, ça reste pas très concret. Et c'est finalement, c'est un peu ce moment clé de la term sheet où on commence à formaliser des deux côtés un engagement sur la levée de fonds. Et c'est assez clé parce que dans tous les investisseurs que vous allez voir, notamment parmi les fonds, on a beaucoup des fonds qu'on appelle des fonds polo, et donc qui vont se positionner sur votre levée de fonds qu'à partir du moment où il y aura un fonds lead. Et le fonds lead, ça va se définir généralement par celui qui va émettre une term sheet et sur lequel les autres vont s'aligner. Donc, c'est pas... Donc souvent, c'est un moment clé de cette levée de fonds, c'est d'avoir une première term sheet. Ça ne va pas forcément être la version définitive, loin de là, et c'est un peu le sujet de justement de toutes les clauses, regarde ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, c'est un point de bascule généralement dans le parcours de la levée de fonds, c'est cette première term sheet qu'on a, parce que ça veut dire qu'on a un engagement d'un autre investisseur pour venir s'engager sur le tour de table à des conditions données. Après, il reste tout un jeu de négociation de ces conditions. C'est d'autant plus facile si on reçoit plusieurs term sheets que si on n'en a qu'une, bien sûr. Et c'est assez clé parce que ce que je disais dans mon post LinkedIn, c'est comme un contrat de mariage. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui va définir la relation future entre les investisseurs et les porteurs de projets. Et que surtout, ça va définir notamment les conditions de sortie. Or, dans la plupart, l'argent que vous allez trouver grâce à un investisseur, c'est pas à l'entrée que vous payez, c'est à la sortie. Et donc, c'est par rapport à un contrat de mariage, vous êtes sûr que les term sheets va s'appliquer d'une manière ou d'une autre, pas forcément toutes les conditions du term sheet, mais vu que ça définit la sortie, elles vont s'appliquer et donc il faut les avoir en tête et qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas d'ailleurs, que la boîte soit un succès ou un échec, de toute façon, ces conditions s'appliqueront en fonction de la trajectoire de la boîte. Exactement. Et du coup, donc pour bien avoir en tête, hein, quand vous avez une term sheet, il y a trois aspects importants. Déjà, le premier aspect, comme disait Germain, c'est un aspect de validation. C'est que vous avez donc échangé pendant longtemps avec vos investisseurs. Il y a eu pas mal de sujets abordés. Et l'idée, justement, de ce premier contrat de mariage, comme disait Germain, c'est déjà bien mettre au clair, justement, les conditions d'investissement pour s'assurer que tout le monde est bien aligné. Donc, il y a un enjeu de validation. Il y a un enjeu également pour déclencher justement les autres marques d'intérêt que vous avez pu avoir d'investisseurs followers, on va les appeler comme ça, hein. Souvent, c'est aussi des business angels ou d'autres investisseurs qui sont prêts à investir, mais qui attendent justement d'avoir un investisseur principal qui va investir dans l'entreprise pour justement confirmer justement leur investissement. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Et également de se dire, et ça, c'est un point aussi clé, c'est que du coup, vous allez avoir la négociation de la term sheet avec cet investisseur lead, avec justement cet investisseur principal. Pourquoi? Parce que justement, ça vous permettra de faciliter justement toutes les discussions plutôt qu'à ouvrir des discussions parallèles avec chacun des investisseurs. Et c'est tout à fait usuel, en tout cas sur le marché, que les investisseurs, en tout cas followers, et notamment ceux qui mettent des plus petits tickets, s'alignent sur les conditions de l'investisseur lead. Donc, ayez bien ça en tête. Ça vous fera gagner du temps, ça évitera d'ouvrir plein de canaux de conversation et de vous focaliser surtout sur vos discussions avec cet investisseur lead. Et enfin, le troisième point, alors, comme un contrat de mariage, hein, il y a beaucoup de paroles en l'air, mais justement, grâce à l'écrit, ça vous permet de montrer des preuves d'amour et surtout de rentrer beaucoup plus dans le détail. Parce qu'on remarque surtout que
l'occasion du roadshow, donc il y a tous les sujets qui concernent le business, d'aller démontrer l'attraction actuelle ou potentielle, en tout cas du projet, et notamment travailler sur ce BP, de faire des projections de business. On travaille et on discute notamment de les sujets voilà, de valorisation. Mais souvent, quand on arrive à l'étape de la term sheet, c'est là où on va rentrer dans le détail sur les aspects de la gouvernance, les aspects peut-être de la rémunération, notamment des dirigeants, les sujets qui tournent autour des règles, comme j'ai dit, de cession d'actions, et surtout les engagements attendus de la part des fondateurs. Et ça, c'est peut-être un premier retour d'expérience qu'on peut vous faire aussi avec Germain, c'est que notamment pour les primo-fondateurs, enfin, en tout cas ceux qui lèvent peut-être entrepreneurs ou ceux qui lèvent des fonds pour la première fois, peuvent avoir tendance à se focaliser uniquement sur le montant de la valorisation pré-money qu'ils veulent défendre auprès des investisseurs. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il faut garder et avoir une vue globale, en tout cas, de cette opération. Sachez que ce n'est pas uniquement sur un volet économique que vous allez réussir votre levée de fonds, c'est aussi sur le volet juridique et notamment de gouvernance et de bonnes relations que vous aurez avec vos investisseurs. Comme disait Germain, l'objectif des investisseurs, hein, c'est surtout à la sortie d'aller récupérer et d'aller chercher leurs multiples d'investissements. Et donc pour ça, forcément, va venir sur la table comment ils peuvent protéger leur position en tant qu'investisseurs et quels sont les mécanismes qui sont prévus. Et donc va s'ouvrir une négociation entre à la fois la liberté du fondateur et la protection demandée par les investisseurs. D'où le fait justement d'aller rentrer dans le détail des clauses de la LOI. Ouais, sur ces sujets, enfin, pour avoir discuté récemment avec certains pour qui c'était la première term sheet, il y a des clauses, enfin, il y a des sujets qui peuvent paraître un peu forts parce que potentiellement on veut perdre le contrôle de sa boîte alors qu'on a lâché que 10-20% du capital à des investisseurs extérieurs, mais il y a des clauses qui vous donnent l'impression que vous avez pu, enfin, vous pouvez perdre la direction de la boîte ou parce qu'on va vous forcer à faire un exit. Donc, c'est quand même très engageant, ces clauses-là, pour la suite. Il faut les avoir en tête parce que l'enjeu, et c'est un peu lié aussi à la dynamique et au type d'investisseurs que vous allez réunir autour de la table, si vous n'avez que des BA ou si vous allez avoir des fonds, les fonds vont avoir un enjeu tout particulièrement de s'assurer d'une sortie, d'une liquidité, parce qu'eux-mêmes ont des engagements vis-à-vis de leurs propres investisseurs à rendre l'argent au bout d'un certain moment. Et donc, ils veulent s'assurer, de rentrer à un prix qui est négocié à l'avance, d'assurer, si tout se passe bien, un multiple à la sortie, mais aussi de s'assurer qu'il y a une sortie. Et donc c'est des points qui sont importants et qui peuvent être impressionnants au début parce qu'on se dit, c'est pas juste on cède 10-20% du capital et puis tout va se passer sympathiquement. C'est qu'il va y avoir pas mal de clauses contraignantes pour s'assurer, in fine, que les investisseurs définissent bien la façon dont ils sortent à un moment donné. Alors, c'est des horizons qui sont parfois assez lointains. Donc, on se dit, bon, c'est pas grave, on verra bien où on en est dans 5 ans, mais on n'est jamais à l'abri que la boîte marche bien. On n'est pas à l'abri de réussir. Et donc, dans ces cas-là, ces clauses-là, elles vont réémerger. Et si on ne les a pas bien négociées ou on n'a pas anticipé ces impacts, on peut se retrouver dans des situations compliquées quelques années après. Et c'est pour ça que d'ailleurs aussi, c'est vraiment important de bien comprendre et d'identifier aussi le profil d'investisseur auprès de qui vous allez lever, parce que c'est pas la même chose de négocier avec des business angels, un family office, un corporate ou un fonds VC. Il faut bien que vous compreniez également comment fonctionne, on va dire, leur processus d'investissement et qu'est-ce qu'ils recherchent derrière. Pourquoi? Parce que quand vous avez des fonds d'investissement et qui mettent en place des véhicules qui ont une durée de vie entre 5 et 7 ans, ils cherchent un horizon de liquidité, en tout cas à partir de 5 ans, alors que quand vous avez des family office qui sont peut-être sur le temps long, c'est peut-être un enjeu qui sont moins importants pour le family office, voire même aussi pour un corporate, hein, qui a peut-être à vocation à vous intégrer plutôt dans le giron euh, business, on va dire, du groupe. Donc ça aussi, il faut bien l'identifier en amont parce que ça vous permettra après, dans votre négociation aussi, de comprendre quelles sont les attentes des uns et des autres. Et donc, vous avez bah, ce qu'on disait, hein, cette clause de liquidité qui peut exister dans les term sheets, hein. Parfois, elle y est, parfois, elle n'y est pas. En fait, c'est une clause
qui oblige en tout cas à créer une sortie. Alors, plus ou moins forcée, hein. Souvent, c'est parfois une simple clause de rendez-vous. On va se dire, on se retrouve dans 5 ans, 6 ans, on se met autour de la table et on va évaluer les opportunités d'exit à ce moment-là. Si vous êtes avec des fonds d'investissement, c'est une clause qui est beaucoup plus, qui est souvent plus musclée, où on peut potentiellement déclencher, on va dire, le mandat d'une banque d'affaires pour aller chercher un acquéreur. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête, parce qu'en fonction de votre interlocuteur, du coup, la nature des clauses sera plus ou moins différente. Vous avez cette première clause-là, vous avez aussi parler aussi donc de retour sur investissement, forcément, qui est attendu par vos investisseurs. Mais on voit de plus en plus aussi, alors pour les fonds d'investissement, ça y était déjà, hein, mais avec même les business angels, on voit de plus en plus ce type de clause arriver. Ça s'appelle la clause de liquidation préférentielle. Et ça, c'est important de bien comprendre en fait ce mécanisme que vous retrouvez maintenant dans beaucoup de levées de fonds qui permet en fait, en cas d'exit de la société, de faire une répartition, on va dire, inégalitaire du produit de la vente. Concrètement, dans ce cas de figure, et notamment quand c'est une liquidation préférentielle qui était négociée pour les investisseurs vont être remboursés en priorité du montant de leur investissement. Et donc ça, c'est quelque chose d'important et que les fondateurs, notamment quand ils font une première levée de fonds, pas toujours en tête, mais en tout cas ne savent pas forcément bien les enjeux, c'est bien comprendre que si vous faites une levée de fonds sur la base d'une valorisation pré-monnaie, par exemple, de 3 millions d'euros, et que vous avez une liquidation préférentielle qui est mise en place, en face, et notamment, alors on va en parler, hein, des différentes des variantes, hein, des 1x participating ou non-participating, mais si on prend la standard qui est la 1x non-participating, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si vous faites un tour de table à une valorisation pré-monnaie de 3 millions d'euros, concrètement, si vous faites un exit dans quelques années à une valorisation inférieure à 3 millions d'euros, à ce moment-là, les investisseurs vont se rembourser en priorité lors de l'exit. Et donc, pour ça, vous devez voir fleurir certaines histoires sur LinkedIn d'investisseurs qui disent: j'ai vendu ma boîte, mais j'ai touché zéro. Bon, alors après, c'est sûrement un peu grossi le trait pour le narratif LinkedIn, mais en tout cas, l'idée derrière, c'est de se dire, vous voyez ce que ça veut dire, c'est que négocier une valorisation pré-money, c'est bien, en tout cas élevé pour justement maîtriser ce sujet de dilution. Mais en face, il faut aussi comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour les investisseurs et qu'est-ce que ça veut dire aussi côté fondateur en termes de valorisation de sortie à aller chercher. Et notamment si vous êtes amené à devoir faire une levée de fonds intermédiaire parce que en fait, votre runway sera uniquement de 24 mois et vous aurez besoin de relever 2 ans plus tard. Et donc, si vous avez déjà une valorisation qui est très élevée aujourd'hui avec des métriques assez basses, vous allez avoir un effet ciseau dans 2 ans. Et donc là, ça va être assez compliqué. Donc, il faut aussi bien raisonner et réfléchir sur cette valorisation primonie, pas toujours chercher une valorisation euh, la plus haute possible, au risque justement peut-être se prendre les pieds dans le tapis si vous êtes obligé de relever dans quelques années ou à la sortie. Ouais, sur ces sujets-là, ces clauses-là, c'est une manière de dire des investisseurs, OK, on paye cher ta boîte à l'entrée, mais il faut assumer ça à la sortie. Et donc, ça veut dire que si on a valorisé très cher et qu'on ne tient pas les promesses qu'on a faites, potentiellement, même s'il y a une réussite entrepreneuriale, c'est-à-dire que même si la boîte arrive à faire du chiffre d'affaires, arrive même peut-être à être rentable, mais n'arrive pas à tenir les métriques qui justifiaient la valeur initiale d'entrée, on se retrouve avec une boîte qui va être vendue à cause des clauses qui disent bah, au bout de X années, la boîte doit être mise sur le marché. Donc elle est vendue, elle est achetée à un prix qui est quand même peut être significatif, mais qui peut être en dessous de la valeur d'entrée, et donc faire que l'entrepreneur passe en dernier et n'a pas un montant enfin, qui se retrouve très éloigné finalement de, du montant initial qu'il faut espérer et de la valeur de la boîte effective. C'est pour ça que je parle de réussite entrepreneuriale et d'échec financier, ça on le voit souvent. Et d'autant plus si vous enchaînez les levées de fonds. C'est-à-dire que potentiellement, à chaque nouvelle levée de fonds, bah, il y a une nouvelle clause de liquidité qui va se rajouter par-dessus les autres. Et il y a un effet cascade, ce qu'on appelle le waterfall. Et donc, tout le monde va se servir au fur et à mesure avant, et puis le dernier, c'est les entrepreneurs historiques, enfin les entrepreneurs fondateurs historiques de la boîte. Et donc potentiellement, c'est là où l'effet peut être encore plus significatif. Et si à un moment, on est sur des trajectoires qui imposent
des croissances extrêmement ambitieuses, parce que c'est ça qui justifie la valo initiale, il faut se dire que plus on va sortir de la route, plus ça sera, on risque de ne pas avoir un retour financier significatif pour l'entrepreneur. Mm. Et après aussi, sachez, hein, quand nous, on est côté aussi fondateur, pour aussi donc à la fois garder un équilibre entre, on va dire, les attentes et sécuriser d'une certaine manière l'investissement des investisseurs et en même temps, bah, pour les fondateurs, d'être suffisamment incentivés. On peut aussi moduler ces clauses de liquidation préférentielle, notamment bah, ce qu'on appelle aussi d'ajout de carve-out, c'est-à-dire que avant qu'il y ait un remboursement des investisseurs, euh, on prévoit qu'une petite partie du produit de l'exit soit déjà distribuée dans un premier temps à tous les actionnaires au prorata de ce qu'ils ont au capital, histoire aussi quand même que d'intéresser les entrepreneurs pour aller chercher un exit, notamment si en fin de compte par le jeu bah, de la liquidation préférentielle, comme disait Germain, avec justement ce fameux waterfall qui est modélisé. Si en fin de compte les fondateurs ne récupèrent pas grand-chose, bah, qu'ils aient quand même quelque chose au premier étage avec ce fameux carve-out. Donc voilà, ça aussi, il faut quand même l'avoir en tête. Et aussi dans les variantes de clauses de liquidation préférentielle. Donc là, on a parlé de ce qu'on appelle la 1x non-participating, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une protection pour l'investisseur dans l'hypothèse où on est sur un exit à une valorisation enfin, ouais, c'est une valorisation qui est inférieure à la valorisation du tour de table. Donc là, dans mon exemple, c'était une valorisation Hermani de 3 millions. Si demain, il y a un exit avec une valorisation inférieure à 3 millions et qu'on est sur une clause de liquidation préférentielle 1x non-participating, à ce moment-là, la clause ne s'active pas et en fait, c'est une répartition du produit de la vente uniquement au prorata du capital. En revanche, vous avez d'autres variantes qui existent où là, on est sur du participating cette clause, dans ce cas-là, elle s'active dans tous les cas de figure. Et concrètement, ça veut dire que bah, l'investisseur se rembourse du montant de son investissement en priorité. Et ensuite, bah, s'il reste il reste de l'argent à distribuer, bah, tout le monde le touche au prorata de son capital. Donc ça aussi, il faut bien comprendre que bah, les investisseurs touchent deux fois, hein. Déjà, ils se remboursent au niveau de leur investissement, puis après, au prorata du capital. Donc, il faut être très, très vigilant sur ce type de clause. Moi, j'ai déjà eu encore l'autre jour un fondateur qui était ravi d'avoir négocié une très belle valorisation, mais il n'avait peut-être pas forcément en tête les enjeux d'une clause de 1x participating sans carve-out ou autre. Et donc, comme on le disait avec Germain, il faut vraiment avoir une vue globale et à mon sens, bien peser le pour et le contre avant de signer ce type d'accord. Et l'autre sujet que je vois enfin, là, on parle des clauses de sortie parce que souvent, c'est Hmm. quand même clé dans la négo de la valorisation. Après, il y a beaucoup de clauses qui sont assez standards et c'est pour piloter, je veux dire. Mais celle-là, elle est clé parce qu'elle est vraiment rattachée à la valorisation de la boîte. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle se discute. Il y a un truc un peu complexe aussi, c'est ce qu'on appelle les ratchets, où ça, en gros, ça revient un peu à dire, ben, vous êtes engagé sur une valorisation sur la boîte sur laquelle rentrent les investisseurs. Et si vous avez besoin de refinancer l'entreprise et que vous faites sur un nouveau tour de table, mais à une valorisation qui va être inférieure à celle sur laquelle sont rentrés les investisseurs précédents, eh ben, ils ont le droit d'avoir des parts supplémentaires pour compenser et faire comme si ça avait acheté leur part au prix du nouveau tour. Donc ça veut dire que potentiellement, ça peut vous diluer à nouveau fortement si le tour est revu à la baisse par rapport à des investisseurs historiques. Et c'est pas forcément très visible comme chose au départ, mais c'est un mécanisme aussi à comprendre parce que autant liquide pref, on se dit OK, on sort, on voit ce que c'est. Là, ça vient alors que c'est sur des investisseurs qui étaient déjà présents, ça rajoute un peu de complexité et c'est pas toujours facile à modéliser et à se projeter sur quels sont les impacts réels de ces clauses-là. Hmm. Et c'est vrai que nous, quand on est conseil des entrepreneurs, faut être très très vigilant avec ce type de clause parce que c'est pas anodin, hein, comme disait Germain, c'est que dans l'hypothèse où vous faites plus tard un down round, c'est-à-dire que vous faites un tour de table à une valorisation inférieure du tour actuel,
et ben en fait, les investisseurs peuvent activer ces ratchets, donc structurés juridiquement avec des BSA, et donc se reluer gratuitement au capital. Alors après, vous avez plusieurs formules de ratchet, on va vous les passer, hein. Mais ce qu'il faut quand même comprendre dans la philosophie, c'est que bah, euh, vos investisseurs actuels peuvent se reluer gratuitement, et donc ça a une incidence énorme sur votre cap table. Et donc si vous êtes amené à faire un bridge parce que vous avez un problème de financement, vous allez vous retrouver bloqué, ou du moins dans une position pour vos négociations, dans une position très compliquée avec vos investisseurs. Donc même chose, on vous dit souvent c'est standard et il faut l'accepter. Non, on peut dire il y a des pratiques, mais encore une fois, chaque clause s'adapte à un type de deal, à une maturité de boîte, à un profil d'investisseur, à une dynamique. Chaque term sheet est différente, donc vous laissez pas, mais encore une fois, hein, quand je peux être aussi côté investisseur, hein, souvent des investisseurs qui commencent et qui débutent des investissements, ne vous laissez pas adoucir voilà, par certains discours, et il faut vraiment être bien comprendre les enjeux dans chacune des clauses. Donc ça, on vous a parlé plutôt des clauses de protection du capital. Peut-être on peut aussi aborder les clauses autour de la gouvernance dans la term sheet. Alors, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que dans le cadre d'un investissement, donc vous avez donc les investisseurs, ils vont vous faire confiance pour aller justement bah, développer le projet grâce aux fonds qu'ils apportent. Mais c'est une confiance qui est quand même mesurée, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir contrôler et s'assurer que les décisions importantes, stratégiques de la société vont bien dans le sens de ce qu'ils imaginent également. Concrètement, quand vous êtes dirigeant, vous pouvez prendre donc un certain nombre de décisions, hein, pour votre société, mais ça concerne des recrutements, je sais pas, ouvrir une filiale, ouvrir un pays, acheter un concurrent, quoi que ce soit. Bon, ouais, tout ça sont des décisions qui sont structurantes pour la boîte. Euh, et il arrive souvent dans les levées de fonds que bah, les investisseurs, vous avez dû entendre ce terme, souhaitent mettre en place un board. C'est ce qu'on appelle un comité stratégique, dans lequel en fait le board, il a vocation, donc on peut le dire, à contrôler en fait les décisions importantes prises par les fondateurs. Et donc, ça veut dire que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes obligé, dans l'hypothèse où vous voulez bah, prendre ces décisions importantes, hein, qui sont du coup listées dans la term sheet et dans le pack d'associés, d'aller voir vos investisseurs pour avoir leur accord. Et donc ça également, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Même chose, il y a des listes de décisions qui sont assez standards, mais qui sont plutôt une base de discussion. Et après, on va regarder dans le détail sur qu'est-ce qu'on veut intégrer dans ce type de décision? Est-ce qu'il y a des seuils à prévoir ou pas? Et même chose, dans la dynamique, elle va dépendre à la fois de votre equity story. Est-ce qu'il y a déjà des investisseurs présents sur la cap table? Et donc, il y a beaucoup de sujets à revoir. Même chose hein, sur la composition du board. Souvent, on s'interroge à savoir qui sera membre du board. Alors moi, l'écueil que je vois souvent d'ailleurs là-dessus, c'est de vouloir inviter la terre entière à votre board. Ça, soyez toujours très méfiant quand vous voulez donner des places, en tout cas une place au board à un de vos investisseurs. Souvent, la bonne pratique, c'est de réserver uniquement les sièges à l'investisseur principal, voire ou à un deuxième investisseur. Mais quand vous êtes en early stage, en tout cas en pré-seed ou en seed, c'est vraiment d'avoir un board assez restreint, voire trois personnes, et ne pas tomber dans l'écueil de vouloir un board où il y a 5, 6, voire 7 personnes avec un membre indépendant. Parce que tout ça vient quand même complexifier, parce que dans la vraie vie, vous allez quand même vous retrouver autour d'une table avec 5, 6, 7 personnes. Et les discussions ne sont peut-être pas aussi fluides, surtout quand on démarre, on est au tout début de l'aventure avec trois personnes. Donc, même chose, il faut aussi s'interroger et se projeter sur la composition du board et également sur la liste de ces décisions stratégiques. Ouais, et qui correspondent à la temporalité enfin, à la maturité de Mm. l'entreprise aussi. J'ai vu parfois sur les term sheets enfin, des contraintes de gouvernance qui étaient extrêmement poussées et qui ne correspondaient pas vraiment à la maturité de l'entreprise, que ce soit en termes de niveau de décision de dépenses minimum. Et si on va trop bas, ça veut dire que presque enfin, l'entrepreneur ne peut plus prendre une seule décision sans devoir faire un board pour la valider. Et même si c'est validé dans une sorte de BP, etc., enfin, faut adapter ça, surtout sur des boîtes early stage, parce que ça n'a pas beaucoup de sens.
Après, ça peut se comprendre quand la boîte devient très grosse, mais même quand elle devient très grosse, c'est souvent des seuils minima plutôt à 100 000 euros qu'à 10 000, quoi. Et donc ça, c'est le point important. Ou après, parfois, on peut créer de la complexité et au final, qu'on ne respecte pas. Donc, bah, ça perd son sens. Donc ça, c'est le premier point. Et sur cet aspect aussi, sur les boards, c'est des choses qui sont amenés aussi à évoluer. Et souvent, enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les packs d'actionnaires, qui est dans une term sheet qui se transforme derrière en pack d'actionnaires, il va être amené à évoluer avec les levées suivantes, etc. Donc, c'est quelque chose qui reste vivant. Donc, c'est pas parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas là au début sur un premier round qu'elles ne pourront pas apparaître par la suite. Et d'ailleurs, sur le board, donc, là, il y a un sujet de contrôle. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait de la liste des décisions importantes soumises au contrôle préalable du board. Mais il y a également un enjeu de suivi. Et souvent, on prévoit qu'il y a aussi une fréquence pour la tenue d'un board. Alors, est-ce que c'est une fois tous les trimestres, fois tous les semestres? Bon, souvent, c'est plutôt trimestriel. Mais donc, dans la vraie vie, vous allez vous retrouver tous les trimestres, bah, justement, avec votre board pour présenter bah, vos KPIs, votre suivi, etc. Euh, et donc, c'est peut-être moins juridique, mais quand même, c'est important de bien avoir en tête que euh, souvent, c'est un exercice nouveau hein, pour les fondateurs qui lèvent pour la première fois des fonds, mais que c'est aussi un endroit qui est important où il faut bien aussi structurer les choses avec vos investisseurs. Ils vous attendent aussi au tournant sur votre capacité euh, à communiquer, à transmettre en tout cas les informations clés de l'entreprise. Alors, c'est pour ça qu'on parle aussi de la clause de droit d'information et du reporting, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez transmettre à vos investisseurs tous les mois, tous les semestres ou tous les ans. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont étayées dans la term sheet. Mais il faut également profiter justement de ce board pour à la fois euh, comment dire, vraiment faire le jeu de la transparence avec vos investisseurs, mettre sur la table vraiment tous les sujets importants qui concernent votre business et surtout formaliser les choses dans la mesure du possible dans un procès-verbal. Je sais que pour certains fondateurs, ils ont un peu tendance à éviter cet exercice en se disant que c'est pas forcément très grave. Et pour avoir eu un dossier récemment, il y a eu des choses et des sujets qui avaient été abordés justement lors d'un point trimestriel avec un fondateur et ses investisseurs, et notamment bah, le fait de pouvoir mettre en place une religion avec un manpack pour un fondateur, etc. Et quand il fallait réouvrir ces discussions 4 mois plus tard, comme il n'y avait rien d'écrit, bah, finalement, ça a recréé des tensions. Donc, soyez vraiment vigilants là-dessus, dans la mesure du possible. Alors, essayez de le faire au moins dans un email ou en tout cas prévoir un compte-rendu récap de vos boards. Je pense que ça vous protégera par la suite et ça permettra aussi d'envoyer le bon signal à vos investisseurs, montrant que vous suivez bien vos dossiers et que tout le monde est bien aligné sur les sujets. Je sais pas si d'ailleurs, Germain, tu as les bonnes pratiques, toi aussi, en tant que membre de board ou quoi que ce soit Bah, sur ces sujets. ouais, après, ce qui est clé, enfin, je trouve, moi, c'est au-delà du board, c'est le reporting que vous faites plutôt mensuellement aux invests, parce que c'est ça qui permet en peu de temps, d'avoir quelque chose d'assez condensé et de tenir au courant de ce qui se passe. Et ce que je dis souvent, c'est qu'une fois que les investisseurs ont mis de l'argent, de toute façon, ils ne vont pas l'enlever du jour au lendemain, ils ne peuvent pas. Donc, il vaut mieux être transparent avec eux et annoncer le plus tôt possible les choses qui vont pas bien, parce que soit vous arrivez à résoudre ces problèmes en cours de route et ça prouve que vous êtes un bon dirigeant, soit vous n'arrivez pas à les résoudre, c'est-à-dire que c'est des trucs sérieux qui justifieront peut-être plus tard de refaire un bridge, de refaire appel à vos actionnaires, etc. Mais au moins, les gens seront conscients du sujet et découvriront pas comme un cheveu sur la soupe que un bridge qui doit se déclencher en urgence parce que en fait, depuis 6 mois, il y a un truc qui déconne, mais ils en ont jamais parlé, quoi. Donc, c'est aussi une façon de créer de la confiance, que les choses avancent bien ou mal, mais en tout cas, c'est une bonne façon de créer de la confiance avec les investisseurs parce qu'il y a de grandes chances que vous ayez besoin d'eux à nouveau, bah, soit pour des tours suivants, soit pour en effet faire des bris, ou même après, ils peuvent vous aider sur des sujets sur lesquels ils ont des connexions, ils ont des réseaux, ils ont peut-être des solutions aussi à apporter. Et donc, enfin, c'est toujours gagnant d'être transparent une fois qu'on est embarqué.
puisque de toute façon, ils sont partie prenante de l'aventure une fois que l'investissement est fait. Et peut-être sur les autres clauses aussi, vous pouvez retrouver dans la term sheet, sont les clauses qui concernent peut-être plus directement les fondateurs. Alors vous avez déjà, on l'a dit, hein, peut-être la clause de lock-up, c'est une clause d'incessibilité, c'est-à-dire que pendant une période définie, vous en tant que fondateur, vous pouvez pas céder vos titres. L'enjeu ici, c'est vraiment d'avoir une stabilité sur le capital, notamment parce que en fait, à ce stade de maturité, les fondateurs sont majoritaires et donc on a envie qu'il n'y ait pas de mouvement, trop de mouvement sur la cap table pendant une certaine période. Et dans les autres sujets, notamment importants pour les fondateurs, c'est la clause de leaver. Alors, vous avez dû en entendre parler. Euh, Elle est plus ou moins comprise, on va dire. Parfois, elle effraie plus ou moins aussi les fondateurs. Et il faut vraiment comprendre ce que ça implique quand on est un fondateur et que vous avez une clause de leaver qui est demandée par les investisseurs. En gros, c'est une clause euh, qui permet, en cas de départ du fondateur de la société, permet aux autres fondateurs, à la société, aux investisseurs, de racheter 100% de vos titres. Donc ça, c'est important parce que juridiquement, c'est structuré sous la forme d'une promesse de vente. Et donc, si vous quittez vos fonctions, demain en tant que président, directeur général, on a la possibilité de racheter 100% de vos titres. Et la question qui vient juste après est de savoir, mais à quel prix on peut racheter vos titres? C'est pour ça que vous avez dû entendre parler de ces sujets de good, de bad ou de medium lever. C'est-à-dire que la fixation du prix de rachat à vos titres va varier à la fois en fonction de la nature du départ, est-ce que vous êtes en good, en bad ou en medium, c'est-à-dire concrètement, est-ce que vous partez dans de bonnes ou de mauvaises conditions. Et également, souvent, on va l'associer, on va l'adosser à un calendrier de vesting. Alors, ce sujet-là, pour le résumer en quelques mots, il veut dire que plus vous partez tard de la société, moins vous serez impacté économiquement. Concrètement, c'est pas la même chose si vous quittez la société 6 mois après une levée de fonds ou 3 ans et demi après une levée de fonds. Pourquoi? Parce que l'impact n'est pas le même pour la société, notamment pour les investisseurs qui ont financé la levée de fonds parce qu'il y a une équipe dirigeante déjà en place, par exemple 3 fondateurs, et le fait qu'il y en a un qui part, forcément, ça vient aussi un peu bousculer les fondamentaux, alors que 3 ans et demi plus tard, disons que l'impact sera un peu différent parce qu'entre-temps, il y aura eu quand même une évolution de la boîte. Donc ça, c'est une clause deliver qui est vraiment primordiale. Encore une fois, elle est négociée vraiment différemment en fonction des investisseurs. Il y a beaucoup de cas de figure qui existent, notamment est-ce que quels sont les cas de départ? On parlait du coup de médium, de bas lever, mais concrètement, qu'est-ce que ça recouvre? Même chose sur le calendrier de vesting, quelle est la durée de ce calendrier? À quel prix on peut racheter? Est-ce que c'est de la valeur de marché? Est-ce que c'est de la valeur de marché décotée? Est-ce que c'est uniquement de la valeur nominale? Pas forcément rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est une clause qui est très fréquemment demandés par les investisseurs, qui, encore une fois, je pense, bien évidemment, servent aussi les investisseurs, mais pas que. Il faut également voir cette clause comme un outil de protection entre fondateurs, parce que souvent on l'oublie, et moi j'ai le cas de figure actuellement, mais où vous avez une équipe dirigeante qui est en place, vous avez 3 fondateurs, et finalement ça se passe mal avec l'un des cofondateurs 6 mois après, parce qu'il y a un désalignement et le cofondateur en question qui détient 20 points de capital dans la startup, s'il part du jour au lendemain et qu'il n'y a aucune possibilité de racheter justement ces 20%, vous allez vous retrouver, vous, fondateur actuel, dans une situation forcément instable, et notamment si demain vous êtes obligé de relever auprès de nouveaux investisseurs, ça risque de coincer parce que vous avez 20 points de capital détenus par un cofondateur qui est parti dans la nature et qui vous n'avez plus de nouvelles, ou voire vous êtes en mauvais termes. Et donc, ce mécanisme de lever vraiment vous permet de protéger les intérêts de la société en rachetant les titres justement du fondateur qui part. Et bien évidemment, c'est de tenir compte des situations qui seraient différentes si le fondateur part parce que, il est en burn-out, ou si parce qu'il a piqué dans la caisse et donc mécaniquement le prix de rachat va varier à ce moment-là. Ouais, moi, j'ai eu le cas d'une boîte dans laquelle on avait investi et il n'y avait pas. Enfin, c'était pas nous qui étions sur la term sheet, sur la rédaction. Donc
cette clause-là, elle n'avait pas été complètement bien définie. Et au final, on s'est retrouvé avec une boîte où un des cofondateurs est parti et il avait, à l'époque, ça devait être 20% du capital. Et il y avait 20% du capital, entre guillemets, en poids mort dans l'entreprise. Et c'était compliqué de refaire des levées de fonds, puisque, il y avait une partie du capital qui était loquée et qui faisait que ça amenait à diluer fortement les autres cofondateurs et donc à perdre leur intérêt sur le développement de l'entreprise. Donc, et c'est tant que le sujet n'est pas traité, bah, ça pénalise la boîte pour la suite, quoi. C'est sûr que c'est des clauses qui sont quand même pas que pour finalement les investisseurs, mais aussi pour les associés de fondateurs entre eux, quoi. Et encore une fois, du coup, la term sheet, mais qui sera reflétée justement dans le pacte d'associés, qui, enfin, le pacte d'associés, une fois que vous serez mis d'accord dans la term sheet, va refléter justement tous les engagements qui sont pris. Et le pacte d'associés, sur ce sujet-là, vous permet justement d'y faire face et de permettre une sortie par le haut pour toutes les parties prenantes. Concrètement, si vous n'avez pas justement une clause de leader ou si elle n'est pas suffisamment définie ou précise pour savoir quelles sont les règles applicables en fonction d'une situation donnée, à ce moment-là, si vous n'avez pas justement des règles suffisamment claires ou établies en amont, vous allez vous retrouver face à une impasse. À contrario, si vous avez justement des règles qui sont précises et vous savez quel est le processus à suivre et quelles sont les conséquences en fonction de tel cas de figure, là, vous avez une porte de sortie que vous pouvez activer. Dans plein de situations, on arrive à les dénouer. Alors, est-ce qu'on peut faire des protocoles d'accord? En tout cas, on peut trouver euh, une négociation possible. Parfois, ce n'est pas possible. Et là, je suis en train de le vivre actuellement aussi avec un des cofondateurs qui ça se passait mal, et qui justement bloquait les accès de la société à tous les logiciels, Google Workspace ou autres, et donc vraiment qui prenait un peu en otage. Et donc là, on avait caractérisé la faute hein, justement de ce cofondateur, et derrière, bah, on a activé la clause de leaver où bah, on a pu racheter en fait la totalité de ses titres, donc là à la valeur nominale. Donc ça part en contentieux justement là devant un juge, mais même devant un contentieux, on est suffisamment serein parce que justement, on a des règles qui sont très claires dans le pacte d'associés avec justement des faits suffisamment caractérisés, alors que dans d'autres situations, avec une clause un peu bancale, là, ça ouvre la porte à une négociation et notamment peut-être un chèque assez important à signer au cofondateur alors qu'il aurait mis le bazar dans la société. Donc, tout le temps que vous allez prendre, en tout cas dans la discussion, la négociation de la term sheet, mais surtout dans le pacte d'associés, vraiment, c'est des choses que vous allez récupérer au centuple plus tard si vous êtes amené à réouvrir votre pacte pour traiter ce genre de sujet. Je sais pas si tu as une autre clause aussi ou un autre point que tu souhaites aborder, toi, Germain, dans la term sheet. Non, enfin, en tout cas, c'est celles que je vois qui sont plus significatives. Après, de temps en temps, enfin, c'est plus si c'est d'autres clauses en plus qui apparaissent, je dirais juste qu'il y a un côté qu'on voit aussi, c'est qu'il faut éviter les clauses trop exotiques, trop apprentis sorciers de la term sheet, surtout sur des rounds de prestige, seed, et plus que sur après série B, série C, où là, il peut y avoir de la complexité, mais liée à l'historique de la boîte. Mais c'est vrai que plus on est en amont dans les levées de fonds, plus il faut éviter des clauses que les gens n'ont pas l'habitude de voir ou enfin, trop. Parce que elles vont gêner pour les tours suivants aussi. C'est-à-dire que quand des nouveaux investisseurs pour un round suivant vont arriver, ils vont arriver aussi avec leur term sheet à nouveau. Et il peut y avoir des clauses qui sont bloquantes parce que ils n'en veulent pas ou elles sont pas habituelles. Du coup, les retrouver là, ça va les freiner, eux, dans leur volonté d'investir. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut. Enfin, le conseil que je peux donner, c'est, à part qu'il y a vraiment une justification ultra spécifique liée à la situation d'entreprise, éviter d'aller trop loin dans l'inventivité et la créativité sur des term sheets, surtout sur des premières rounds, des premiers tours de levée. Mm. Et également, quand vous recevez des term sheets, ce qui est aussi primordial, c'est que ce soit relu par un conseil, par un avocat qui puisse également vous indiquer
qu'est-ce qui est de la pratique de marché, qu'est-ce qui est négociable ou non. Parce que j'ai jamais vu, en tout cas, une term sheet qui n'a jamais été négociée. C'est toujours une base de discussion et il y a toujours des points à évoluer. Et je pense que nous, notre rôle, c'est aussi déjà, de faire preuve de pédagogie pour vous expliquer le fonctionnement des clauses, pour aussi vous dire comment va se passer le processus dans un second temps. Et trois, c'est aussi de négocier les clauses et de l'adapter par rapport à votre situation, par rapport à une situation donnée, votre cas de figure entre fondateurs, par rapport à votre equity story. Il y a toujours des choses justement à négocier et notamment pour aussi défendre vos intérêts. Donc ça, faut bien l'avoir en tête parce que ça m'arrive parfois dans certains deals d'arriver après une signature de term sheet où il n'y a pas eu de conseil intervenu à cette étape de négociation. Et quand je récupère une term sheet et que je vois ce qui a été signé, forcément, en tant que conseil, j'explique les conséquences de telle clause ou de ce qui a été accepté. Et en fait, ça génère aussi de la frustration à ce moment-là de la part de l'entrepreneur, qui en fait réalise peut-être qu'il n'avait pas compris, pensait que c'était la pratique de marché, etc. Donc vraiment, un, ça vous évite d'avoir cette frustration. Deux, peut-être aussi une incompréhension. Là, je suis en train de le vivre sur un autre deal où il y avait une term sheet qui avait été signée. Et en fin de compte, on est en train de passer du temps à renégocier des points qui auraient pu être clarifiés bien en amont. Euh, et c'est pour ça, pour terminer aussi d'ailleurs sur ce point-là, ayez bien en tête quand vous faites une levée de fonds, de quand même toujours passer par cette étape de term sheet. Parce que parfois, vous pouvez avoir certains investisseurs qui vous disent, non, non, mais bon, c'est clair pour moi, on a topé, on s'est mis d'accord sur quelques points, passons directement à l'étape du pacte d'associés. Je crois que dans 100% des cas, quand j'ai eu cette situation, ça a considérablement allongé les délais de closing. Pourquoi? Parce que, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Ce que vous ne voulez pas négocier aujourd'hui, vous allez le négocier demain. Et comme quand on va rédiger un pacte d'associés, c'est un document juridique d'une cinquantaine de pages, bien évidemment, c'est plus simple de négocier sur un document de 2 pages pour avoir une vision globale que de négocier un pacte de 50 pages avec à la fois les enjeux structurants, mais forcément les sujets connexes. Donc, vraiment passer du temps sur cette term sheet, déjà aussi pour s'assurer d'être bien aligné avec votre investisseur, parce que tous les entrepreneurs ou même les investisseurs qui veulent éviter de passer par cette étape-là, où vous allez de toute façon y perdre du temps par la suite et notamment, je pense que c'est pas dans l'intérêt de toutes les parties. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ouais, et puis, enfin, moi, la conclusion par rapport à ça, c'est que une term sheet, c'est comme un contrat commercial, hein. Un outil c'est une proposition. Après, ça dépend qui l'amène en premier. Est-ce que c'est vous, au moment de votre levée, vous avez déjà une term sheet de prête que vous proposez aux investisseurs qui veulent vous rejoindre? Euh, ça peut se faire. Sinon, au gérant, vous dites, bah, on attend qu'un investisseur nous fasse sa term sheet et c'est sa proposition des conditions dans lesquelles il va investir dans votre société. Donc souvent, dans un roadshow, et ce que j'ai dit au début, c'est quand vous n'en avez qu'une, c'est plus dur de négocier, mais c'est souvent le fait d'en matérialiser une qui permet potentiellement aussi d'accélérer la négociation avec d'autres investisseurs, soit en parallèle, soit en complément. Et, euh, et après, c'est cet enjeu-là, et c'est comme dans toute négo, c'est de bien identifier qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est accessoire, quels sujets sur lesquels vous ne voulez pas lâcher parce que c'est clé pour vous, de ceux qui vont être un peu moins importants et de comprendre aussi qui vous avez en face dans cette négociation et quels sont les enjeux pour eux. Il y a des sujets qu'un fonds ne lâchera jamais, peut-être, parce que de toute façon, lui, il a besoin d'avoir de la liquidité in fine, c'est dans son véhicule, donc vous ne pourrez pas lui tordre le bras là-dessus, mais par contre, sur d'autres sujets, il y a peut-être plus de marge de manœuvre. Donc c'est pour ça que c'est pas un document pigé. En tout cas, c'est au moment où vous la recevez, c'est pas la fin de votre autre chose, c'est pas la fin de votre levée de fonds. C'est un bon signal, c'est-à-dire qu'il y a une marque d'intérêt, mais il ne faut pas juste se dire ok c'est bon je l'ai et c'est parti. Mm. Et d'ailleurs aussi, souvent quand vous allez négocier, enfin, en tout cas discuter avec des fonds d'investissement, en règle générale, c'est la term sheet viendra des fonds d'investissement. C'est eux qui vont vous envoyer une première term sheet. En revanche, si vous êtes plutôt en négociation, discussion avec des business angels, donc vous êtes plutôt en stade de pré-seed,
Moi, ce que je recommande également, c'est de prendre les devants, en fait, et plutôt de rédiger, en fait, une term sheet pour vos BA. Alors, sauf si vous avez des clubs de BA qui sont suffisamment structurés, qui ont l'habitude de vous d'envoyer des term sheets. Mais sinon, prenez les devants avec vos business angels. Et même si on parle peut-être je vais dire de petits montants, mais encore une fois, je pense que vous envoyez déjà le signal de fondateur, on va dire, structuré, professionnel, vous savez où aller, vous cadrez les choses. Et surtout, bah, ça vous permet de vous assurer rapidement si un investisseur a envie de faire le deal ou non. Parce que vous allez voir, hein, vous le voyez déjà, beaucoup de personnes qui sont intéressées pour investir, mais quand il faut ouvrir le portefeuille, parfois ça met un peu de temps. Et donc le fait d'avoir justement une term sheet, même si, alors, vous avez dû entendre parler qu'une term sheet est non-binding, c'est-à-dire qu'elle n'est pas engageante pour l'investisseur, hein. C'est-à-dire que si finalement le deal ne se fait pas, même s'il y a une signature d'une term sheet, on ne peut pas aller la contester devant un juge et forcer un investisseur à réaliser l'investissement. Mais même si elle est non-binding, psychologiquement, elle est quand même engageante. Le fait que vous ayez une signature, notamment dans des investisseurs, ça prouve qu'il y a une marque d'intérêt très forte justement à faire le deal. Et après, bah, à vous et vos conseils bah, de mener la danse pour justement coordonner et d'aller jusqu'au closing et la libération des fonds. Mais c'est pour ça, encore une fois, c'est vraiment l'étape structurante de votre levée de fonds. Bah, c'est très clair, tout ça. Je sais pas s'il y a des questions aussi. Tu as des questions pour nous, hein? On n'a pas complètement tenu notre timing, mais C'est vrai. finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et Hmm. encore, on a mis en exergue bon, enfin, ceux que je vois et qui sont les principaux points de négo, d'achoppement ou de vigilance à avoir, un peu le bagage minimal pour pouvoir en parler avec ces investisseurs. Et surtout, c'est un exercice qui est quand même assez codifié, assez structuré. Et donc, encore une fois, il faut être bien accompagné sur ces sujets, alors soit par des advisors qui peuvent, ou des anciens fondateurs qui ont peut-être fait ce type de levée de fonds, mais encore une fois, sur le volet juridique, soyez bien accompagnés et armés pour éviter toute mauvaise surprise par la suite. C'était relativement Personne n'a de clair. questions? Ouais, on a été très clair, Germain, je pense, pour ça. Bon, en tout cas, de toute façon, s'il y a besoin, vous pouvez me retrouver. Marquez-moi Hmm. sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous connecter et à partager des sujets qui émergent. Toujours plaisir d'y répondre parce que on sait que c'est des sujets qui peuvent être pas impressionnants, mais si on n'a jamais vu de TS avant, il peut y avoir beaucoup de texte à l'intérieur et des choses. Et ChatGPT n'a pas forcément toutes les réponses évidentes à ça. Hmm. Et surtout qu'à partir du moment où vous avez signé une term sheet, c'est compliqué de redresser après coup, hein. Donc, encore une fois, hein, l'idée, c'est d'avancer avec sérénité dans votre levée et éviter de se retrouver avec un loup au milieu du processus, parce que comme toujours, le diable se cache dans les détails, et même si ChatGPT peut vous donner, vous expliquer, faire des explications de texte, nous, notre rôle, c'est vous donner plutôt quelle est une stratégie juridique et donner un sens global sur ce qui est négocié. Et donc, bon, là-dessus, on a encore heureusement un peu d'avance sur ChatGPT. Mais blague à part, vraiment, soyez vigilants et ayez toujours les bons réflexes quand vous recevez des term sheets. Bon, bah, je pense qu'on arrive au bout, hein, Germain. Ouais, bah merci à tous en tout cas. Ouais, Sont merci à restés tous. jusqu'au Merci, bout. Germain. Et de toute façon, enfin, écoute, on pourra récupérer un replay de ça, donc on pourra le repartager. Oui, exactement. Ce sera diffusé en replay, donc, voilà.
si besoin, revoir le webinar et notamment sur l'explication de certaines clauses. Mais sinon, encore une fois, on est dispo sur LinkedIn. Vous pouvez nous envoyer des messages directement. Pas bientôt. Merci à vous. Au revoir.